Les nations Lumines sont situées sur Ish, le royaume de la lumière, spécifiquement sur 8 de ces 10 continents, qu'on appelle aussi les 10 paradis. Ces 10 continents ont pris une forme symétrique qui représente le symbole de Ish. Il est d'ailleurs assez commun de voir des concepts y devenir une réalité, car ce vent de magie ne représente pas seulement la lumière, mais aussi les concepts abstraits et métaphysiques qu'elle représente pour les mortels, comme la méditation, l'illumination ou l'élévation intellectuelle et spirituelle. La nature de Ish est aussi d'être équilibrée et stable, ce qui l'oppose directement à la nature inconstante du chaos. C'est pourquoi cette magie est souvent utilisée pour s'en soigner ou s'en protéger, ou même permettre de les bannir. Ces propriétés ont d'ailleurs sans doute contribué à sévèrement limiter et affaiblir les incursions du chaos dans le royaume. Si bien que Ish est l'un des seuls royaumes à ne pas avoir eu d'âge du chaos. Le deuxième facteur qui a contribué à ce miracle a été la puissance destructrice que possédaient les Lumines. Mais cette force est aussi ce qui a mené à leur chute, qu'on appelle l'Okari Dara, où la rivalité entre les nations aura atteint son paroxysme et les a poussés à utiliser ces armes les uns contre les autres. Aujourd'hui encore, à l'âge de Sigmar, les cicatrices causées par la destruction de ces armes peuvent être encore observées sur toute la surface de Ish. Cette guerre les aura amenés au bord de l'extinction et les aura forcés à fondamentalement changer leur société. C'est dans cette période de leur histoire qu'on appelle la réinvention que les Lumines ont commencé à se tourner vers la sagesse des esprits élémentaires des montagnes, des rivières, des zéphyrs et des zéniths des royaumes, afin qu'ils puissent les guider à maîtriser leur nature obsessionnelle, qui les aura conduits à l'autodestruction pour les focaliser sur la protection et la purification des royaumes, ainsi que la reconstruction de leurs nations, qui sont vite redevenus les phares d'art et de savoir qu'ils étaient. Le Xintil, le continent au centre de tous les autres, est pour l'instant le seul endroit de Ish où ils autorisent les non-elfes à établir des colonies et des cités. C'est d'ailleurs sur ce continent que se trouve la cité de Sigmar de Settlers Gain. Le continent d'Exia, quant à lui, n'est pas habité. Il a une forme d'anneau et se trouve le plus au bord du royaume, là où la magie est la plus concentrée et la plus dangereuse, et encercle tous les autres continents. On dit que son aveuglante perfection ne peut être endurée ou comprise par les mortels. Même les dieux ne semblent pas pouvoir en sortir indemnes, car c'est là que Tyrion, l'un des dieux jumeaux de Ish, a perdu la vue. Les 8 autres continents, aussi appelés les géosegments, sont là où se trouvent les 8 nations Lumines. Ces 8 nations sont divisées en 2 hémisphères, séparés dans leur axe symétrique, où chacun représente les enseignements et la nature d'un des 2 dieux jumeaux de Ish. L'hémisphère gauche est le côté tyrionique, et qui est aussi la face éclairante de Ish, qui agit comme soleil pour les autres royaumes. Ces 4 nations sont Ultrai, Oratai, Elon et Alumnia. Ces nations ont généralement des traditions très martiales, et ses habitants ont tendance à être décisifs, à l'image de Tyrion. L'hémisphère droit, quant à lui, est le côté téclien, et représente la lune véritable, Sélénar. Ces 4 nations sont Siar, Iliata, Imetrika et Zeitrek. Ces cultures ont tendance à favoriser l'introspection et le raffinement. Certains Lumines, de n'importe quel hémisphère, peuvent cela dit décider de choisir la voie tyrionique ou téclienne. Les Siari sont connus pour être des artisans sans égal, créant des objets et des artefacts avec des propriétés prodigieuses, tout en faisant en sorte qu'ils soient magnifiques, à un tel point qu'on pourrait croire que ce ne seraient que de simples objets d'apparat. Leur dédication à l'artisanat est telle qu'ils sont prêts à consacrer des années, voire même des décennies, sur leur création. Ils sont tellement reconnus qu'ils posent les normes dans beaucoup de domaines d'artisanat, à un tel point que les autres nations Lumines suivent leur exemple en matière de mode, d'art et de culture. Les Siari ont d'ailleurs pleinement conscience de l'émerveillement que leur création peut solliciter, et ont même tendance à utiliser cela dans leur stratégie, utilisant des objets et des parures suintant l'opulence et l'arrogance, tout en étant ornés de pierres précieuses et d'étherquarks brillants pour attirer l'attention là où ils le désirent. Ou à l'inverse, utiliser des parures assez ternes et oubliables qui seront plus discrètes afin de dissimuler des artefacts ou objets bien plus puissants et dangereux. Tous ces talents est aussi ce qui a malheureusement fait d'eux la nation la plus touchée lors de l'Okari Dara, car les armes qu'ils avaient créées étaient les plus destructrices de toutes. Il y a même un dicton à Ish qui dit que pour chaque chef-d'œuvre éblouissant dans les coffres des Siari, il existe une cicatrice encore visible sur la patrie de Siar.
qui est de par le fait considérée comme la plus ravagée des 10 paradis. Leurs créations ont ouvert des gouffres conscients qui ont englouti des vies entières, et même déchaîné des sorts déformant la réalité qui errent encore dans les déserts de Hysh à ce jour. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler les sorts persistants, mais ceux-ci ont été déployés des siècles avant le nécroséisme, qui aura provoqué le phénomène de l'Arcanum Optimar, qu'il aura lui-même créé. De par le fait, les Siari portent une très grande honte sur ce qu'ont créé leurs ancêtres, et ont depuis juré de ne jamais créer ou manier de telles armes à nouveau. Cependant, récemment, Teclis, l'illuminateur, est revenu vers eux afin de les convaincre de recommencer à les créer, argumentant qu'il valait mieux pour eux de briser leur serment que de devenir complices de la domination du chaos dans leur inaction. Les Siari ont dû alors se résigner à retourner à leur forge, humiliés. Bien qu'ils ont recommencé à créer de puissantes armes, ils refusent toujours d'en créer qui pourraient être une menace à trop grande échelle. Mais quoi qu'il arrive, ils dirigent maintenant leur ingéniosité vers la reconstruction de leur patrie. Avec le royaume de Hysh qui a récemment commencé à s'ouvrir aux étrangers, Siar a établi un festival d'artisanat annuel à la capitale de leur pays, Ar Enaskat, et qui a un très grand engouement parmi les artisans Siari qui sont toujours à l'affût de prouver leur suprématie dans leur domaine d'artisanat respectif. D'autres artisans étrangers affluent aussi vers la capitale afin de pouvoir se faire un nom dans ce célèbre festival. Mais à cause des différents phénomènes provoqués par l'Okari Dara dans Siar, le chemin pour y aller est généralement très tumultueux. Iliata est une société matriarcale qui a pour précepte que le savoir est inutile si on ne peut pas le transmettre à la génération suivante. Ce qui a sans doute été motivé par le fait que la race elfique a longtemps été au bord de l'extinction. Et la peur de cette éventualité a sans doute été exacerbée par l'Okari Dara. Par conséquent, les Iliatiens ont en priorité de préserver leur croissance pour assurer que leur savoir et leur culture puissent être hérités. Et chaque nouvelle génération doit aspirer à surpasser la précédente. Cette culture prenant la natalité a mené ceux incapables de donner naissance à créer un procédé afin d'eux aussi contribuer à l'effort d'Iliata. Ce procédé s'appelle l'arcanogénèse, qui permet par la magie de cloner le corps et l'esprit d'un individu. Ce procédé, mélangé à leur doctrine, a fait de cette nation l'une des plus peuplées des 8 royaumes. Cependant, au début, durant l'âge des mythes, l'arcanogénèse a eu des effets néfastes sur leur culture. La plupart des Iliatiens ont commencé à la voir comme une alternative supérieure à l'accouchement. Certains individus ont alors commencé à se multiplier en se divisant sans limitation, ce qui a développé chez eux une obsession narcissique de leur propre réflexion. Et le fait que plusieurs copies d'un même individu restent ensemble trop longtemps a créé une sorte d'écho entre eux dans leurs aspirations et leur curiosité, ce qui a mené à de très étranges expérimentations menant à des miracles paradoxaux brisant les lois de la réalité. Qui plus est, plus un individu avait été divisé et plus il semblait perdre la résistance naturelle qu'ont les elfes contre la corruption du chaos, ce qui a permis à leur grande honte à des démons de Slaanesh de pénétrer dans Iliata. Par conséquent, à l'âge de Sigmar, il est maintenant interdit à tout Lumines de diviser son âme plus d'une fois, et il est conventionnellement encouragé que ses clones jumeaux pratiquent des disciplines différentes, ainsi que des manières et des comportements différents pour éviter toute homogénéité de leur personne qui pourrait apporter trop d'ego ou de narcissisme. L'arcanogénèse fait aussi qu'Iliata possède un très grand nombre de troupes, qui sont célèbres pour leur cohésion et leur synchronisation, car les jumeaux qui combattent ensemble peuvent savoir instinctivement quelle action prendra l'autre. À cause de son passé, Iliata a commencé à avoir une vision un peu plus puritaine dans leur pratique, ce qui fait qu'ils ne sont certes plus aussi nombreux qu'avant, mais après avoir su trouver un équilibre entre les limitations qu'ils ont dû adopter et leur désir de croissance, ils ont su rester la nation la plus peuplée de Hysh. Imetrika est la région la plus montagneuse de Hysh. Ses habitants, les Imetricains, sont connus pour leur stoïcisme et leur inébranlable dévotion à la cause de Teclis. C'est d'ailleurs là que le dieu a enseigné aux premiers Lumines à la façon de communiquer avec les esprits géomantiques. Même si inconsciemment, ceux qui marchaient déjà depuis longtemps parmi les sommets avaient déjà commencé à se lier avec les esprits de leur terre. Ce qui a fait qu'Imetrika est maintenant la nation qui abrite le plus de temples alarites des esprits des montagnes. C'est d'ailleurs là que se trouve Avalenor, la plus haute montagne
qui perce l'horizon d'Imitrika, et contrairement aux autres esprits alarites qui ont eu leur corps sculpté par les Lumines, Avalénor, le roi au cœur de pierre, serait venu de lui-même en aide aux Imitricains afin de défendre les royaumes. Les Imitricains sont très fiers d'être les premiers à s'être connectés aux esprits des royaumes, et comptent énormément d'Elementiri parmi leurs rangs, qui sont ceux qui se dévouent aux esprits. D'ailleurs, même les noms à Elementiri de cette nation s'efforcent d'imiter les enseignements des montagnes, et décident d'adopter un tempérament patient sans jamais agir dans la précipitation. Et cela a aussi déteint dans leur culture. Leurs danses, leurs jeux et leurs combats tournent autour du moment où l'immobilité se transforme en force décisive, et où ils doivent attendre le bon moment. Et ce, toujours après une longue délibération bien réfléchie. De plus, beaucoup d'entre eux portent des motifs triangulaires faisant écho à la rune des montagnes, qui est un symbole très récurrent dans leurs différents arts. Beaucoup d'Imitricains décident de gravir de hautes montagnes en quête de sagesse. Ces hauts monts qui dépassent les nuages les invitent sans cesse à monter toujours plus haut pour tester leur volonté et toujours se dépasser. Un autre défi qui est assez répandu aussi est de descendre dans des gouffres où ils affrontent leurs traumatismes et pensées les plus sombres. Seuls ceux qui ont atteint une véritable symbiose avec le royaume peuvent entreprendre un tel voyage et en revenir. Mais ceux qui réussissent ont une plus grande proximité avec les esprits Alaris. Au combat, ce peuple est connu pour être un véritable rempart, pouvant détourner les coups de leurs ennemis et attendre patiemment pour ensuite infliger des ripostes mortelles en canalisant le pouvoir des sommets au bon moment. Tous les Lumines ont une très grande affinité avec la magie, mais la maîtrise des arts arcaniques des mystiques de Zetrek se distingue largement du reste. Même ceux dont ce n'est pas la fonction, comme leur guerrier Vanari, possèdent des talents en magie, car ils apprennent dès l'enfance à la façonner comme des sculpteurs façonnent l'argile. Les Etreki éprouvent une fascination rêveuse envers les lunes, interrogeant les astres pour dénouer les secrets du cosmos, en parlant aux astres comme s'il s'agissait d'amis proches. Certains les croient presque lunatiques, mais le fait est qu'ils ont obtenu des connaissances presque impossibles à acquérir, ce qui leur a donné une réputation quelque peu féerique. De par le fait, ils vouent une grande révérence à Selenar, l'esprit de la lune véritable de Ish, et ont tendance à bien plus écouter sa sagesse que celle de Teclis. Ils ont même un dicton sur ce point. Mieux vaut apprendre la sagesse de la source que par son intermédiaire. Teclis ne semble pas vraiment y prêter attention, mais en réalité cache très bien son irritation. Ce que son frère Tyrion sait et l'amuse énormément. Cependant, Teclis se voit tout de même dans la fascination qu'ont les Etreki envers la lune, faisant sans doute écho à son ancienne dévotion envers la déesse Liléate, l'ancienne déesse des rêves et de la magie, dont il détient toujours d'ailleurs un bâton à son effigie. Cette proximité qu'il a avec Zetrek fait que Teclis parcourt ces terres plus que tout autre domaine de Ish, et voit son peuple un peu comme ses enfants adoptifs qu'il envoie dans les royaumes en tant que ses ambassadeurs et diplomates. La fascination des Etreki pour la magie s'étend à quasiment toutes ses formes qu'ils jugent dignes d'étude, comme l'artisanat runique des Dwardins, ou les rituels sanguins des Kénites, ou même les chants bruyants et primales des Oruks, ou parfois même les magies plus sombres de Shaish, afin de mieux connaître leurs ennemis. Ils apprennent si vite qu'ils surpassent souvent les sorciers desquels ils ont appris ces nouveaux domaines. Cependant, il est une magie et une lune qui les effraient, celle de la mauvaise lune, dont les adorateurs sont presque des ennemis naturels aux Zetrek. Au combat, les mages de Zetrek invoquent des énergies de lumière meurtrières avec une telle intensité qu'ils peuvent anéantir leurs ennemis avant même qu'ils n'aient atteint le corps à corps. Les elfes d'Alumnia ont la réputation d'être des pionniers, des athlètes, des explorateurs et des aventuriers, cherchant sans cesse à explorer les royaumes et à découvrir de nouveaux territoires encore jamais cartographiés. Il est donc important pour chaque Alumnien d'avoir de bonnes compétences en survie et une excellente forme physique. Beaucoup d'entre eux choisissent d'ailleurs de vivre dans la nature en dehors des grandes villes. D'autres même osent affronter la nature sauvage dans des terres encore plus lointaines. Il n'est donc d'ailleurs pas étonnant de les voir exceller lors des Olympiades connues sous le nom du concours des Parangons qui est organisé tous les 10 ans au Xintil, le continent central. Ils basent principalement leur culture sur les traditions tyrioniques. Ils sont donc fortement militarisés et favorisent la rapidité d'action. Dès leur plus jeune âge,
on leur conte les exploits et les légendes du dieu Tyrion, aussi maintenant appelé le Seigneur Phénix. Les récits de comment il a navigué sur les vagues polychromatiques des mers de Hysh et de comment il a apporté l'ordre dans le royaume de la lumière. De par le fait, chaque Alumnien possède un grand amour de l'aventure, cherchant des occasions pour se distinguer dans des exploits épiques. Cela les amène d'ailleurs à souvent interagir avec les cités de Sigmar, car ils sont toujours enclins à prêter assistance à ceux qui en ont besoin. Leur courage et leur bravoure est d'ailleurs reconnu par tous les Lumines, ce qui leur a valu le titre d'indomptables. Les plus expérimentés et les plus audacieux d'entre eux essaient même parfois de reproduire le pèlerinage qu'a fait Tyrion vers les terres instables d'Exia. Peu survivent à ce test ultime et ceux qui y survivent en reviennent aveugles, bien que leurs autres sens deviennent extrêmement aiguisés. Pour cet exploit faisant écho à Tyrion, ces elfes sont révérés à Alumnia et reçoivent le titre de Luminarians. Ces elfes semblent être changés à jamais et une sorte de lumière émane de là où étaient leurs yeux, qui pourrait brûler ceux qui en croisent le regard. Ils sont l'exemple parfait des Alumiens qui cherchent sans cesse à pousser les limites de leur existence. On dit que même après la mort, ils continuent à voyager. Ils croient tous en une après-vie qui se serait matérialisée dans les cieux de Shaiish, d'où ils continueront éternellement à parcourir de nouvelles terres. Les terres d'Elon sont souvent balayées par de puissants vents et sont connues pour être recouvertes par de nombreux métallis, des îles flottantes chargées en énergie géomantique qui sont d'ailleurs aussi souvent utilisées par les cités de Sigmar, que leurs croisades tirent avec eux afin de déplacer des structures préconstruites. Le peuple d'Elon, quant à lui, a tendance à construire ses cités sur eux. Peu d'entre eux deviennent de grandes cités car elles sont nomades et dérivent avec les vents. Leur capitale elle-même, l'Aizéphronia, la tour chantante, ne fait pas exception. Les Élonites ont créé beaucoup de traditions autour de celle-ci, notamment des courses aériennes sur des planeurs semblables à des cerfs-volants ou à des ailes portées par les vents. Beaucoup d'entre eux vivent pour le frisson de la vitesse et sont très compétitifs. Cette affinité avec l'air les a naturellement rapprochés des esprits Huracan, les esprits des vents, qui sont d'ailleurs aussi très compétitifs entre eux et aiment rejoindre les Élonites dans leurs courses en choisissant un champion et le hisser plus haut et plus rapidement que les autres en soufflant plus fort que leurs semblables. Cette affinité a naturellement fait de cette nation celle qui possède le plus de temples Huracan à Hysh, un peu à la même manière que les Alarites à Ymetrica, qui est d'ailleurs le continent à leur exact opposé symétriquement, comme si leurs concepts opposés se reflétaient. Là où avant l'Ocaridara, les esprits allaient naturellement vers les Élonites pour leur divertissement mutuel, maintenant, après le cataclysme, leur confiance a été brisée et maintenant les Élonites cherchent à se racheter envers les Huracan et à mériter de nouveau leur faveur. Au combat, les Élonites ont tendance à privilégier la vitesse et le tir, glissant loin de leurs ennemis tout en laissant pleuvoir des flèches guidées par les vents. Voilà donc pour la présentation des grandes nations luminesques qu'on connaît le mieux. Lorsque l'histoire d'Ultraï et d'Oratraï arrivera, on fera sans doute une deuxième vidéo pour les développer. D'après certaines histoires, il est possible qu'Oratraï soit une nation plus liée aux esprits des rivières, les Hydréliens, à la même manière qu'Ymetrica et Elon, et peut-être qu'Ultraï pourrait être celle qui sera liée aux esprits des Zéniths. En tout cas, j'aime beaucoup les nations des Lumines, qui plus que toute autre faction, sont extrêmement liées à leur royaume. Au point que cette vidéo a aussi été en partie une vidéo sur Hysh. J'aime beaucoup la symétrie qui semble aussi affecter les peuples mêmes, comme on l'a dit plus tôt Ymetrica et Elon, qui sont opposés symétriquement, et sur certains aspects aussi Zetrek et Alumnia, qui chacun en représente plus Teclis et Tyrion, et qui sait ce sera peut-être aussi le cas entre les deux royaumes restants, avec leurs opposés Siar et Iliata. De toutes les nations, je crois que Siar est peut-être celle que je préfère le plus. C'est littéralement une nation qui a créé des armes de destruction massive et qui s'est ensuite détruite avec, puis ensuite juré de ne jamais en refaire, pour au final être forcé par Teclis à briser leur serment. Je les trouve vraiment très uniques sur ce point et je compatis beaucoup avec eux. Très curieux aussi de savoir lesquels vous avez préférés, car à l'avenir je ferai sans doute des vidéos spécifiques sur les sous-factions les plus appréciées. Annonce assez importante, la chaîne est maintenant partenaire avec My Hobby Place. C'est un magasin français qui vend des figurines jusqu'à moins 20% sur, entre autres, du Game Workshop, mais pas que, aussi du Wargame en général. Donc si vous pensez que le contenu de la chaîne vous a apporté quelque chose et que vous avez envie de vous prendre quelque chose, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et en plus, ça fait une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Un grand merci d'avance à tous ceux qui le feront. Aussi, si vous pouvez et bien sûr souhaitez me soutenir davantage, il est aussi maintenant possible de
rejoindre la chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo, il y aura une vidéo qui vous expliquera tous les avantages dont vous pouvez bénéficier, notamment pour pouvoir voir des messages qui vous diront quel contenu arrive sur la chaîne en avance, ou même d'autres tiers qui vous permettront de voir des vidéos elles-mêmes en avance. Et merci infiniment d'avance à tous ceux qui rejoindront la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.